On parle aussi beaucoup de territoire intelligent. Qu'est-ce que c'est un territoire intelligent? Un territoire intelligent, c'est en premier lieu une réflexion portée par les élus, les agents, mais également le territoire sur comment est-ce qu'on s'ancre dans les dynamiques d'innovation, mais également stratégie de la donnée. Aujourd'hui, effectivement, les territoires sont dotés de capacités d'accès au numérique, à l'IT, au digital, qui sont des accès qui nous mettent égaux entre tous. On ne remplace pas la décision humaine et la vision humaine. Hein. C'est pas les robots, c'est pas le numérique qui va dire ce qu'il faut faire dans telle ou telle ville. En revanche, c'est là où on a l'apport de nouveaux outils numériques, notamment, peut permettre de mieux gérer, de mieux concevoir, de mieux prévoir. C'est un territoire conçu au service de l'homme, voilà. C'est faire la chasse aux gadgets et c'est raisonnablement insérer les nouvelles technologies dans la vie quotidienne. L'idéal, c'est que le territoire soit intelligent pour les deux. D'une part, pour ceux qui administrent la cité, mais également pour chacun des habitants et chacune des habitantes de la cité. On peut parler de gestion des crues, on peut parler de gestion de la circulation, on peut parler d'une meilleure communication avec les habitants, une plus grande réactivité des services, d'une meilleure d'une meilleure consommation ou en tout cas production de l'éclairage public. À plusieurs âges, on a besoin d'adaptation. Je prends nos anciens. Un territoire connecté, c'est un territoire où, par exemple, les équipements numériques sur le territoire permettent, par exemple, de prévenir les risques liés à la mobilité des plus fragiles d'entre nous, les enfants, les anciens, les handicapés. Ce sont des équipements sonores, ce sont des équipements d'alerte. Dans un second temps, justement, suite à cette réflexion, c'est comment est-ce qu'on mobilise les acteurs du territoire par rapport à ces réflexions et comment est-ce que justement on crée du sens, on crée de la politique publique, on crée de l'innovation sur la base d'une impulsion politique ou territoriale. On ne peut absolument plus se soustraire du numérique. Le numérique est un outil. Et effectivement, dans sa boîte à outils, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas? Il existe l'outil. On a aujourd'hui des outils qui à la fois peuvent favoriser dans la ville la gestion de la ville, y compris mettre tout ça en relation, en cohérence, puisqu'on sait très bien que l'éclairage public peut aussi vous apporter de Wi-Fi, enfin bref, que tous ces outils sont au service, en tout cas, du développement, des habitants de la ville et du développement. Dans la vie quotidienne, dans les politiques publiques que l'on mène, ça va de l'eau. Aujourd'hui, par exemple, en 5 ans à Nevers, on a économisé moitié moins d'eau que nous perdions avant, grâce à des choses pas toujours très chères, grâce à des capteurs, etc. Donc c'est de la nouvelle technologie, ça se voit pas, mais c'est au service des gens, c'est dans le respect des ressources, et je pense que c'est dans l'air du temps d'y prendre attention, notamment pour l'eau. Et par ailleurs, c'est celle qui, en termes d'infrastructure, c'est pas vraiment la ville intelligente, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut développer un certain nombre d'activités, il faut avoir accès, bien sûr, au plus gros débit, au plus grand réseau et à toutes les nouvelles technologies. Tout le monde est bricoleur. Je veux dire, on va pas prendre un marteau pour remplacer un tournevis, c'est pas vrai. L'outil existe, l'outil numérique existe, donc on le prend. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, le numérique est absolument indissociable de nos travaux, quels qu'ils soient dans le domaine de l'évolution de nos territoires aujourd'hui. C'est avant tout un questionnement au niveau des élus, au niveau des agents, au niveau des acteurs territoriaux, sur la manière de faire les politiques publiques et surtout sur la manière, on va dire, de les produire par rapport à ajouter de nombreux paramètres que sont justement ces questions de données, ces questions d'innovation, d'écosystèmes locaux innovants, mais également cette nouvelle manière de faire du sens, ou en tout cas d'agir au XXIe siècle par rapport à des paramètres que sont par exemple la transition numérique. Le territoire intelligent, c'est lier tout cela, c'est le construire avec les gens. Et c'est leur expliquer tout l'intérêt, par exemple, d'avoir des capteurs de stationnement pour qu'ils évitent de tous s'entasser au même endroit et dire il n'y a pas de place à Nevers, ce qui est faux. Par contre, c'est les conduire, économiser du temps, de l'argent. C'est aussi un autre exemple très concret. C'est ça une ville intelligente, c'est une ville qui au quotidien fait gagner du temps, rend service, apporte aux gens parfois de la sécurité qui est attendue raisonnablement aussi. Donc voilà, c'est tout ça, à mon avis, qu'on bâtit. L'idée, c'est de toujours, je dirais, être
up-to-date, toujours être sur le fil de la vague, toujours être dans le groupe, je dirais, moderne, qu'est le domaine de l'IT, le domaine du numérique. C'est justement saisir toutes les dynamiques amenées par les objets connectés, également saisir les dynamiques amenées par la transformation numérique et comment est-ce que ces dernières vont impacter les politiques publiques, les services auprès des habitants, mais également, on va dire, les dynamiques territoriales dans leur ensemble. Un territoire intelligent et un immeuble intelligent, c'est un immeuble où il y a des dispositifs qui permettent d'aider la mobilité, d'aider l'usage de l'immeuble intérieur, partie commune et extérieure. Comment est-ce qu'on crée de l'objectivité par rapport au territoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à produire de la donnée de manière fine, suffisamment granulaire pour pouvoir justement cerner un certain nombre de paramètres environnementaux, techniques, sociaux, économiques et derrière comment est-ce qu'on en fait du sens, comment est-ce qu'on crée de la synergie sur de base. C'est avant tout les gens qui doivent être intelligents et donc il faut les servir donc avec des technologies qui permettent d'augmenter effectivement cette intelligence aussi technologique au service de l'homme. Mais je ne crois pas à une ville qui serait complètement automatisée. Parce que c'est parfois un peu comme ça que c'était présenté, vous êtes derrière quelques écrans, etc., puis vous pilotez tout. Non. Parce que un des grands enjeux, un des grands défis, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Comment on les trie? Quelles sont celles qui sont vraiment utiles? Donc oui, c'est un outil de la décision, il n'y a pas de décision, et ce sont des outils qui peuvent permettre de beaucoup mieux gérer et en réactivité et en cohérence un certain nombre de fonctions dans la ville et de faire en sorte que cette ville soit beaucoup plus performante. La ville médiane, est-ce que c'est une échelle de pensée à part entière, comme l'Europe est une échelle de pensée, que la nation est une échelle de pensée, que la métropole est une échelle de pensée? Oui, je le vois pas tout à fait comme ça, parce que l'idée, c'est pas non plus de devenir un village gaulois qui s'oppose au reste. Moi, je vois plutôt une vision globale, et un pays comme la France a besoin de tout ce qu'on évoque, a besoin de métropole pour pouvoir peser, pour pouvoir compter, et c'est important. Et par contre, elle avait oublié de mailler son territoire, et donc, même combat pour les petites villes, même combat pour les villes médianes, il faut réexister, montrer qu'on est en complémentarité. C'est qu'on a un sentiment d'appartenance qui est fort, si vous voulez. Je crois que, vous voyez, vous habitez à Nevers, vous habitez à Rouen, vous avez un sentiment de communauté, y compris parce que souvent on s'est croisés dans les collèges, dans les écoles, donc vous avez ça. Mais il ne faut pas se tromper, 50% des Français n'habitent pas dans leur département de naissance. Ne croyons pas qu'on revient à une société de natifs. Mais effectivement, vous avez cette forme de proximité, mais c'est pour ça, à condition qu'elle soit bien connectée. Il y a quelques années, dans les débats parlementaires, où il y a une décennie, on pensait que l'État n'avait plus de responsabilité en matière d'aménagement du territoire. Quand éventuellement on faisait quelques remarques, on passait un peu pour ringard, on comprenait l'aménagement du territoire, c'était presque un gros mot. Aujourd'hui, on est en plein dans une politique volontariste d'aménagement du territoire, mais différente de ce qui a pu exister au début de la Ve République, par exemple, parce qu'il y a eu la décentralisation, parce que les collectivités elles-mêmes assument aujourd'hui des responsabilités importantes. Pendant trop longtemps, l'échelle de pensée, c'était principalement les métropoles, puis le reste, ma foi, ça vit comme ça peut. Et je prends l'exemple, par exemple, des déconcentrations des services publics. On va recevoir dans quelques mois des familles de Bercy ou des sortants d'école. Donc c'est important aussi de reconcentrer des services publics et puis des fonctionnaires. Donc ça apporte des nouvelles familles. Une 50aine de fonctionnaires, c'est à peu près 120 personnes. C'est d'abord la ville avec l'agglomération, l'intercommunalité, qui sont les pilotes de leur projet. Parce qu'ils connaissent leur territoire et qu'on est sur des compétences locales. Donc ville avec l'intercommunalité. Et nous avons imposé en quelque sorte que ville et agglo travaillent ensemble, puisque l'agglo ne peut pas se substituer à la ville, qui est quand même le maître d'œuvre et qui sait ce qu'il faut faire pour sa ville, et en même temps, la ville ne peut pas se passer de l'agglomération, de l'intercommunalité, puisqu'elle exerce des compétences en termes de transport, en termes d'urbanisme, etc., qui sont extrêmement importantes pour la ville. Et puis aussi une meilleure cohérence en matière d'implantation commerciale, pour prendre ce sujet. Donc c'est vraiment l'échelle de projet qui est pour nous importante. Un pays qui est fort, c'est un pays qui n'oublie aucun de ses territoires. Et on a la chance d'avoir une grande richesse en France, de culinaire, on le disait, viticole, de fromage. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des gens qui restent à les produire. Et pour qu'ils restent à les produire, il faut de l'économie autour. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est un beau challenge. Et peut-être que je suis naïvement trop confiant pour l'avenir, mais en tout cas, moi, j'y crois.
Les régions, en tout cas, ont toutes, mais selon des modalités différentes, mais peu importe, des modalités d'intervention en soutien de cette politique, puisqu'ils ont souvent d'ailleurs eux-mêmes aussi des priorités. Et la force du programme Action Cœur de Ville, c'est qu'on a dit aux uns et aux autres, écoutez, personne n'impose rien à personne. En revanche, c'est le maire et l'interco, enfin la ville et l'interco, qui savent ce qu'il faut faire pour piétoniser leur rue ou refaire un plan de circulation, ou restructurer ces rues commerçantes. Et que le département, la région, voire d'autres opérateurs, en fonction de leurs propres priorités et de leur disponibilité, peuvent venir, je dirais, utilement contribuer, mais on ne dit pas « nous avons décidé que, combien vous mettez ». C'est pas comme ça que ça marche, et par exemple, il y a des régions qui donnent, qui donnent des subventions directement, d'autres c'est projet par projet, etc. Et c'est très bien comme ça. Donc vraiment, on part du terrain, et je pense que si on pouvait éviter, dans notre pays, de tout faire dépendre, vous savez, il n'y a quasiment pas de loi pour Action Cœur de Ville. Il y a bien sûr des mesures qui ont été votées par le législateur, par exemple les opérations de revitalisation de territoire, la création du fonds friche ou la création de la mesure fiscale de Normandie ancien sont votées par le Parlement, puisque ce sont des dispositions budgétaires ou fiscales. Donc il y a bien sûr une intervention du législateur. Mais il n'y a pas une loi qui a décrété comment fallait faire Action Cœur de Ville. Il n'y a pas une loi qui a dit au maire, vous devez faire comme ci ou comme ça. Il n'y a pas un règlement. Et rien n'est décidé au niveau central pour dire au maire de Nevers ou au maire de Quimper ou au maire de Dunkerque ce qu'il doit faire pour sa ville. C'est à lui de le faire, en responsabilité politique. Nous, notre boulot, c'est quoi? C'est de l'aider en ingénierie, de l'accompagner en expertise et de faire en sorte que les moyens financiers du programme spécifique ou de ce qu'on peut récolter à droite ou à gauche va permettre au projet de se réaliser. C'est comme ça que ça marche. Mais évitons les schémas, évitons les lois, ayons davantage de projets, de stratégies. Si on compare la ville à un organisme vivant, à un métabolisme, alors l'IoT, l'Internet des objets, est au chevet de la ville pour monitorer son activité, son trafic, ses besoins, sa consommation énergétique. C'est quoi l'utilité concrète de ces différents tableaux de bord? Est-ce que vous en servez au quotidien et est-ce qu'on a des exemples concrets à donner? Oui, bah si on prend un peu l'image du métabolisme, c'est un peu la tête et les jambes quelque part, hein. On parle d'intelligence artificielle et c'est elle qui aide beaucoup. Après, il ne faut pas qu'elle prenne la main sur l'intelligence humaine, mais au contraire, elle doit être au service. Et moi, j'utilise parfois une formule, vaut mieux l'intelligence artificielle qu'être artificiellement intelligent. Donc, je pense qu'on peut trouver cet équilibre entre ce que l'homme continue à maîtriser les choses, mais par contre se servent de l'intelligence artificielle, par exemple, sur la pénibilité. Moi, je le vois, j'ai investi, par exemple, pour les agents de propreté, dans des dispositifs qui leur permettent de gagner du temps, qui leur évitent... on sait qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie ou de maladies professionnelles à ce titre, donc c'est aussi aider dans le fonctionnement sans remplacer. Donc, être au service d'eux, je pense que c'est le rôle des élus, mais c'est aussi le rôle des technologies. Et puis les gens, parce que... voilà, pour qu'une ville marche bien, et je reprends cette image, eh bien, il faut qu'elle puisse justement proposer des choses qui soient adaptées au XXIe siècle, à leur temps. Et donc, c'est le cas, effectivement, avec ce que vous évoquiez sur l'IoT, tout ce qui est connecté. On sait aujourd'hui, par exemple, que si on connecte toutes les voitures entre elles, théoriquement, il n'y a plus d'accident, donc il y a 0 mort sur la route, sauf un accident technologique, ce qui peut encore arriver dans ce qui est testé en ce moment, on le sait. Donc, il n'y a pas de panacée, rien n'est parfait, même en technologie. Je dirais c'est presque rassurant que la technologie ait aussi quelques failles comme l'être humain. Après, si on compte trop dessus, on voit que effectivement ça peut parfois être trompeur. Mais je pense quand même que c'est du plus. Aujourd'hui, il y a une attente sur la sécurité. Moi, je ne porte pas une politique sécuritaire, mais la sécurité de nos concitoyens, on la leur doit. Et c'est le rôle des maires d'assurer la tranquillité d'une ville. Donc aujourd'hui, grâce à de la vidéoprotection, grâce à des centres de pilotage, on peut tout à fait... gérer les choses, calmer le jeu quand il le faut, interpeller quand il le faut aussi. Donc si on prend cet exemple-là, c'est du plus. J'ai pris la mobilité tout à l'heure, j'ai pris les réseaux, il y a l'énergie. Et l'objectif, par exemple, dans une ville comme Nevers, c'est raisonnablement avoir un peu ce qu'a fait Dijon ou Angers, c'est vraiment une construction d'une ville intelligente en servant des connexions, un data center aussi, un data center de proximité. On sait qu'on en aura besoin sur le territoire, ne serait-ce que pour les véhicules autonomes qui arrivent, et restituer des données. La donnée est un enjeu important. Et je souhaite, par exemple, que les collectivités
collectivités restent maîtres de leurs données. Je pense que c'est aussi une des garanties qu'on doit proposer parce que ça fait peur et on sait qu'aujourd'hui beaucoup de gens donnent leurs données. D'ailleurs, quand on voit ce qui est sur les réseaux, si on leur demandait en direct, ils vous répondraient pas la moitié de ce qu'ils mettent, mais ça c'est autre chose. Mais en même temps, quand vous leur dites on va gérer les données, ça leur fait peur, même s'ils se dévoilent très facilement. Donc il y a une espèce de paradoxe. Mais la donnée pour nous est importante et évidemment c'est lié aussi au développement de l'IoT. Donc il faut à la fois qu'elle nous serve, et il faut à la fois garantir le respect des libertés individuelles. C'est quoi les défis majeurs pour améliorer le métabolisme de la ville? C'est un autre imaginaire et c'est aussi peut-être, on l'a pas dit, mais une ville moyenne, c'est aussi une ville dans laquelle beaucoup des gens qui ont grandi sont restés, ce qui est l'inverse des grandes villes qui brassent énormément, dans lesquelles on passe, par exemple, on est étudiant, ou on travaille quelques années, puis on repart, une fois qu'on a fondé une famille. Donc c'est vrai que c'est une autre société, je dirais. Voilà, c'est une autre sociologie et c'est vrai que dans les villes moyennes, il y a des riches, des pauvres, des moyens, mais il y a aussi cet attachement, je pense, au territoire, qui est peut-être encore assez fort, plus que dans les grandes villes, et qui explique que il peut y avoir un certain attrait aussi pour cet aspect un peu plus calme, ce rapport au temps peut-être aussi, et à la vie, et aux réseaux sociaux aussi, aux gens. C'est-à-dire quand on est dans des petites villes, on se connaît, beaucoup de gens se connaissent, et puis on se fait des nouveaux amis, on rencontre des gens, mais on ne brasse pas autant de diversité de population et de réseaux que dans les grandes villes. Donc c'est aussi un choix, quelque part, pas de décroître, mais d'avoir une relation, un rapport par exemple à la carrière, à la vie de famille, aux réseaux amicaux, un peu différent que celui des grandes villes, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être pas ce qu'on faisait avant. Qu'il faille mettre des habitants un peu, oui, bien sûr. Qu'il faille favoriser des artisanats, ce type de population. Alors, on voit bien se développer souvent dans les villes moyennes, des produits du terroir, toute une culture bio, etc. Et c'est excellent. Et puis, il faut multiplier les tiers-lieux. Je veux dire que le tiers-lieu, c'est-à-dire l'endroit où les gens qui font du télétravail vont travailler pour avoir des collègues, des copains et des amours, manger et rencontrer des artistes, et voir des expositions, etc. À mon avis, le tiers-lieu est la nouvelle maison du peuple numérique. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire on va rehabiter le cœur de ville comme l'habitaient nos grands-parents, parce qu'on est beaucoup trop nombreux, et que ce n'est pas à l'échelle, et que quand on fait des courses aujourd'hui, c'est plus commode de mettre des gros sacs dans le coffre de sa voiture. Et donc, si vous voulez, vous avez ce modèle, et puis vous avez le développement de cette proximité de la ville moyenne, qui peut d'ailleurs correspondre à une population qui ne va pas faire des courses en gros, les jeunes notamment, parce que les étudiants, ils ne stockent pas, donc ils vont quasiment faire des courses repas par repas. Vous voyez, il y a toutes ces évolutions, mais il ne faut pas penser la restauration de la ville moyenne. Il faut penser son utilisation dans nos nouveaux usages de société mobile, où on est en train de développer la livraison et le télétravail, et où donc effectivement la question c'est comment on vit dans une société où à peu près 40% des gens accèdent à une culture de télétravail, compte tenu du fait qu'une autre partie de la population, c'est-à-dire la population ouvrière et paysanne, elle vit généralement à côté de son lieu de travail. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un espace de vie avec du volume, des pièces ou des environnements orientés vers le télétravail, un télétravail de confort, avoir des vertus pour ses enfants, pour aller faire des études supérieures, pour réussir dans la vie et diminuer au maximum le stress. Ce sont des schémas qui n'existent pas en métropole, jamais de la vie. Si je raconte ça, on ne me croit pas. On va dire, bah, j'y mouille, déjà ça fait rire. Moi aussi je ris, hein. Ouais. Mais indépendamment de cela, ça n'existe plus. Vous voyez ? Le commerce subit des chocs de transformation considérables, à une vitesse jamais connue. Il y a d'abord ce qu'on connaît, effectivement, entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie, qui ces dernières décennies s'est développé de manière souvent anarchique. Et en tout cas, on n'a pas tenu compte d'un équilibre qu'il nous faut maintenant retrouver. Qu'elle s'étende au-delà de sa capacité de gestion. C'est qu'elle se déshumanise. C'est probablement le défi le plus important. Je prends un exemple comme une ville, enfin j'en ai visité un certain nombre dans ma vie. New Delhi, c'est une ville qui est effrayante. Lagos, c'est une ville qui est effrayante. New York, c'est une ville qui est effrayante.
C'est une ville qui se développe au-delà de la capacité de gestion, de digestion et de renouvellement de la ville sur elle-même. La loi zéro artificialisation fait peur. En même temps, si on veut protéger nos campagnes, elle est importante. C'est vrai que quelque part, les enjeux sont pas les mêmes quand tout est saturé que dans des grandes zones où finalement il n'y a pas grand-chose. Alors je sais bien que quand on commence à faire des dérogations, ça fait des injustices, mais c'est un vrai sujet. Et quelque part, par contre, la loi zéro artificialisation peut transformer des friches, parce qu'il y a beaucoup de friches dans ces villes qui ont été abandonnées pendant longtemps, qui sont des boulets aujourd'hui, qui sont lourdes à porter. Et des fois, on me dit, mais pourquoi vous reprenez pas ça? Mais reprendre ça pour en faire quoi? Si ce n'est porter les charges foncières et la sécurisation du site. Par contre, du coup, s'il y a la loi zéro artificialisation réellement respectée, ça va obliger des investisseurs à regarder ce qui était pénalisant, qui peuvent être aujourd'hui une richesse de territoire. Donc, vous voyez que les choses peuvent s'inverser. Le e-commerce, on n'a rien contre, parce qu'il apporte, il a aussi sa valeur. Mais il ne paye pas, non seulement la même fiscalité que les autres, donc on a un problème d'équité fiscale, mais surtout il ne paye pas, je dirais, les surcoûts qu'il engendre dans la collectivité. Parce que notamment par toute la logistique urbaine, les livraisons et les emballages. Mais qui paye ces emballages? La collecte et le recyclage de tous ces emballages, c'est le contribuable. Pour revoir nos logiciels, et quand je dis nos logiciels, c'est aussi mentaux et notre façon de voir en tant qu'humain. Par exemple, une zone commerçante, vouloir la maintenir comme était il y a 40 ans, c'est un non-sens. C'est par contre tenir compte qu'il y a des rues qui ne le sont plus. C'est encourager ceux qui ont gardé des anciennes façades de commerce à les supprimer, puisque c'est devenu des habitations, ça donne une image de commerce fermé alors qu'il n'y a plus de commerce. Ça, c'est un rôle de l'élu, d'être attentif à cela et d'inciter, de redéfinir, moi c'est ce que je suis en train de faire, un périmètre commerçant, qui est peut-être moins grand maintenant, qui peut redevenir grand s'il y a plus d'intérêt à fréquenter cela. Et puis, on parlait des périphéries, faut pas oublier que les périphéries sont avant tout les entrées de vie, les entrées d'agglos. Donc, on peut dire que c'est moche, mais si ça reste moche, vous incitez pas la personne, c'est la première chose qu'elle voit. C'est un peu comme des rapports entre êtres humains, même s'il y a la qualité humaine qui compte, la vision qu'on a de l'autre, c'est aussi ce qu'il voit en premier. Et donc, comme on dit, une première fois, il n'y en a pas deux. Donc, c'est important qu'on revoie ces zones périphériques. Et je vais vous dire, je pense qu'on va même aller plus loin. Et que certaines grandes zones, s'il y a un regain d'intérêt du centre-ville, et moi je le vois, il y a quelques commerces qui sont partis en périphérie, qui reklaxonnent pour revenir en centre-ville, parce qu'ils voient qu'on s'y intéresse. Ça va vider. Et vous allez vous retrouver parfois avec des grandes zones qui vont être à moitié vides, et c'est ce qui risque de se passer. Donc c'est peut-être comment les requalifier en créant un nouveau village, un nouveau quartier de la ville, qui sera en périphérie, peut-être avec de l'habitat qui va remplacer du commerce, oui, on va peut-être faire l'inverse, et finalement on va réétendre les villes d'une autre façon, mais peut-être en rééquilibrant espace habitat et espace commercial, plutôt que de dire tout le commerce c'est à l'extérieur. C'est comme ça qu'on a vidé les centres-villes, et l'intérêt d'y venir. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une belle transition, il y a un beau challenge à relever. Et là encore, ça fait partie des nouveaux comportements, soit prendre en compte nos élus parce qu'ils sont déjà là, soit instiguer parce qu'on se dit ça peut être comme ça à l'avenir. Donc, c'est une forme de rééquilibrage. Mais encore une fois, moi, je suis pas pour aller pleurnicher parce qu'il y a des zones périphériques. Elles sont là. On n'aurait sûrement pas fait comme ça aujourd'hui. Ça a été une époque, voilà, dont acte. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. Dans 30 ans, on dira c'était n'importe quoi. Comme aussi les architectes, parfois certaines propositions. Bon, tout ça, chacun le sait. Donc, par contre, notre rôle, c'est peut-être d'anticiper ces évolutions et puis de les accompagner tranquillement et donc de revoir. Et la loi, pour le coup, zéro artificialisation, va aussi, là encore, c'est intéressant, ça va éviter les friches quelque part. Aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent créer une friche, ça leur coûte moins cher et de refaire ailleurs. Demain, quelque part, c'est une proposition qu'on peut faire aussi, obliger à se réintéresser à sa friche avant de partir, ou de trouver une solution avec les élus avant de partir, ça évitera les friches. Ou alors au contraire, quelqu'un qui n'arrivera pas à faire quelque chose qu'il tient à faire dans telle ville en extérieur, puisqu'il ne pourra pas utiliser du foncier, va se dire, tiens, là-dessus, j'y vais. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les friches d'aujourd'hui ou de demain seront peut-être des gros atouts pour nos villes. La reconquête des berges. Il y a un truc qui est quand même sidérant. Il n'y a pas une ville en France, et c'est pas que les petites ou moyennes villes, où la ville qui s'est construite à partir du fleuve ou de la rivière, ou du canal, s'était progressivement détournée de son cours d'eau, qui était devenu soit des friches industrielles, soit des no man's land pas très jolis, et même, je dirais que le cœur de la ville n'épousait plus son fleuve. Bon. Il n'y a pas une ville aujourd'hui, car c'est le programme, mais il y en a sûrement d'autres, bien sûr, qui reconquièrent leurs berges. Mais vous savez, tout d'un coup, d'abord, soit construisent des appartements, refont des parcours de santé,
refont éventuellement des parcours de création artistique et de l'art plastique, par exemple. Et bien tout d'un coup, vous redécouvrez votre ville de manière différente. Sur les éléments que nous détenons aujourd'hui, l'IoT va être dans un de ces volets, va permettre effectivement de comprendre ce qui se passe. De manière, je dirais, factuelle, à tout instant, l'IoT va permettre de remonter une information qui sera déterminante quant au fonctionnement de la cité. Je voudrais même aller au-delà et faire de l'habitat connecté, hein, c'est-à-dire y compris dans l'habitat social, que ce soit pas réservé aux élites et aux gens qui ont les moyens, mais l'habitat connecté, c'est plus de services, c'est parfois aussi, on le sait que ça va se poser dans les grandes villes, comment avoir, si tout le monde bascule à l'électrique ou une bonne partie en termes de mobilité de véhicules, chacun pourra pas avoir une seule borne, mais la voiture qui recharge l'immeuble qui recharge la voiture, enfin, il y a des tas de choses qui arrivent, et donc c'est à nous de les expliquer aux gens. Par l'IoT, effectivement, on peut mesurer l'impact du transport, on peut mesurer l'impact effectivement de la dégradation du service de l'eau. On peut, de toute évidence, pour moi, en tant que maire, c'est un des sujets fondamentaux. C'est l'irrigation de tout ça, quelque part. Et irriguer, c'est effectivement l'eau, c'est le développement des zones agricoles de façon raisonnée. C'est le photovoltaïque qui s'invite aussi dans la discussion. Est-ce qu'il faut en mettre sur les zones agricoles? Est-ce que ça empêche les cultures? Certaines cultures qui sont possibles en dessous. C'est un vrai débat qui partage les agriculteurs eux-mêmes, qui partage les élus, parce que on sait parfois que certaines productions agricoles, et moi je le vois dans l'agglomération de Nevers, il y a la ville-centre, mais il y a aussi des zones rurales. Ben, pour certains jeunes agriculteurs qui veulent s'implanter, ça peut être des revenus supplémentaires qui leur permettent d'équilibrer une activité agricole dont on sait parfois que les ressources ne sont pas mirobolantes. La priorité de l'eau est un sujet éminemment important. Dans mon village encore, j'insiste là-dessus. Je suis en train de réhabiliter bon nombre de puits. J'essaie de réhabiliter des modes ancestraux de préservation de l'eau, du captage de l'eau, du maintien de l'utilisation de l'eau. Ça, c'est essentiel. Effectivement, voilà. Donc, le transport, l'eau, ce sont des éléments extrêmement essentiel. Donc effectivement, chacun des citoyens, chacun des administrés doit connaître et comprendre cet enjeu. Je veille moi aussi à pas être hors sol et à m'assurer que on est en connexion avec la population, si je puis dire. C'est une forme d'IoT aussi, mais surtout de les emmener parfois sur quelque chose, parce que tout le monde ne maîtrise pas tout cela, et peut-être moi le premier d'ailleurs, parce que mon rôle c'est avant tout d'être élu, mais en tout cas c'est de m'y intéresser depuis 7 ans, et donc d'essayer d'aider là-dessus. Donc pour moi, ça doit intégrer toutes les politiques publiques, du service public, de l'état civil, de la maîtrise des réseaux, on en a parlé tout à l'heure, de l'énergie, de ne pas éclairer les rues. C'est un vrai sujet pour les maires. On vous dit c'est éclairé trop longtemps, on paye des impôts, puis après on vous dit c'est pas assez éclairé, c'est dangereux. Sentiment d'insécurité. Donc moi j'ai fait des marches avec les femmes, notamment des marches pour vérifier là où il y avait un sentiment d'insécurité, et c'est là où on amplifie justement ces éclairages intelligents qui se baissent quand il n'y a plus personne et qui augmentent à 3 heures du matin si vous descendez de votre voiture, et encore différencié sur la piste cyclable. Vous voyez, on peut aller très loin. Grâce à l'IoT, on peut apporter ces mesures, je dirais, factuelles. Maintenant, effectivement, là encore, l'IoT va nous apporter des quantités considérables d'informations. Après, chaque municipalité, chaque territoire d'en faire son affaire et de produire ce qui est intéressant. Sur le territoire, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des quantités de capteurs, et chaque capteur n'aura pas forcément un intérêt à l'instant T essentiel, mais la synthèse du captage de l'information apportera effectivement des solutions de qualité. Sur l'éclairage, ça nous génère des économies, c'est important quand il y a des coûts de fonctionnement qui sont lourds à porter pour les collectivités. Et puis, quelque part, on peut même piloter au candélabre près. Hein, donc faire vraiment du sur-mesure. Donc c'est ça qui est intéressant. Les nouvelles technologies nous permettent vraiment une précision absolue, et donc de répondre aux attentes des gens dans beaucoup de domaines. Comment on embarque la population? Pour embarquer les personnes, il y a 3 manières. La première, c'est d'avoir justement un discours clair par rapport au sens de la vision politique, mais également de la vision territoriale. Vous savez que dans beaucoup de nos villes, il y avait aussi des savoir-faire ancestraux et les appellations protégées, souvent d'ailleurs regardez dans le domaine de la coutellerie, c'est malheureusement souvent dupliqué ailleurs et de très mauvaise façon. Donc il y a aussi un terroir, il y a aussi un territoire avec
la place de l'artisanat d'art, la place de l'artisanat en général, y compris dans son côté fabrication, est extrêmement importante et se développe beaucoup dans nos villes. Si je prends mon exemple, pendant 6 ans, je m'y suis quand même beaucoup intéressé. J'ai tourné mon territoire là-dedans. Hein, et encore une fois, je me suis toujours dit que l'innovation n'était à personne, donc elle était à tout le monde, et y compris à Nevers. Et il y a d'autres maires qui s'y sont mis aussi. Mais c'est vrai que Nevers incarne aujourd'hui un peu un rôle moteur, on peut le dire, aussi avec la création d'un salon d'innovation. Le deuxième point, c'est les outils qui permettent d'embarquer les personnes, les dispositifs, les lieux, les institutions qui viennent également permettre cette activation, en tout cas ce mouvement. C'est comme tout, il faut trouver ce rôle d'équilibre, mais je pense que les élus sont là pour justement essayer d'y veiller. Trop de données, tu l'as donné, et offrir trop de données n'a pas de sens. Je me suis mis rapidement, moi, sur l'open data, parce que j'y crois, parce que justement, ça permet de ne pas faire un enjeu économique. Voilà, moi, je suis pas là pour gagner de l'argent, par contre, je suis pas là non plus pour acheter cher de la donnée. Donc, il faut trouver cet équilibre, et donc, ça permet justement de montrer que, à la fois, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut rassurer les gens sur le fait que la donnée, voilà, c'est pas Big Brother partout, mais qu'en même temps, ça peut leur servir. Par exemple, depuis longtemps, on fait des appréciations énergétiques des bâtiments de façon aérienne. Donc les gens peuvent connaître. Il y a d'autres solutions maintenant qui se sont développées, mais déjà à Nevers, on était là-dessus. Un bâtiment qu'ils veulent acheter, ils peuvent se renseigner à l'agglomération de sa qualité énergétique, la qualité de sa couverture, d'isolation, etc. Tout ça est analysé. Donc ça a du sens de le mettre en open data. Le smartphone, là, on ne les embarque pas, puisqu'ils le consomment. Alors maintenant, il y a l'autre manière. Alors, il y a d'autres manières. Il y a la manière de l'État français ou d'autres États. Hein, je connais bien la Finlande, la Lituanie, qui sont des pays à la pointe dans ces domaines-là, où on demande aux citoyens d'utiliser le numérique pour toutes les actions administratives, quelles soient. C'est-à-dire qu'effectivement, les déclarations de revenus, le paiement des amendes fiscales, des amendes, je dirais, classiques. Bon, ça, c'est une vision. Maintenant, il y a l'autre vision, c'est-à-dire qu'effectivement, le numérique peut apporter des solutions de confort, des solutions, je dirais, de facilité de vie à nos concitoyens. L'idée, c'est de faire des réunions publiques, c'est de faire des séquences publiques, c'est quand il y a le Civim à Nevers, justement, qui est une journée grand public. Et moi, ça me permet de voir si je suis encore en phase. Et puis, je fais beaucoup de choses en lien avec les gens. Hein. Je ne dis pas que je suis le seul. On est sûrement, nous, les maires, au premier rang des proximités avec notre public. Et l'idée de se présenter tous les 6 ans pour ceux qui veulent être renouvelés, c'est pas de s'assurer qu'on a été bon pendant 5 ans, c'est de le faire tout au long d'un mandat, quelque part. Donc moi, j'aime bien, et je me mets à la place du citoyen, que je suis toujours, même si j'ai un rôle d'élu, c'est de vérifier que, ben voilà, je suis pas complètement déconnecté, j'utilise ce terme volontairement, avec ce qu'attendent les gens. Et le troisième point, c'est également d'autonomiser les personnes, de leur permettre justement d'investir par elles-mêmes, ou en tout cas d'agir par elles-mêmes dans un sens qui leur convient. Dans mon propre village, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, par exemple la télémédecine, le traitement, je dirais, le traitement médical succinct des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc nous avons mis en place un showroom destiné à la médecine, si vous voulez. C'est un exemple. Il faut parfois les pousser un peu, parce que c'est pas naturel et parce que tout le monde n'est pas là-dedans tous les jours. Mais en fait, c'est une forme d'équation. Il y a tel problème, on peut le régler plus facilement et de meilleure qualité avec les nouvelles technologies. Donc voilà quelle solution va arriver. Et cette solution, n'en ayez pas peur. Et on va vous aider à la trouver et à l'apprécier. Qui peut refuser la facilité, l'aisance, la capacité de faire sans trop souffrir? Peu de personnes. Je pense que lorsque le numérique, lorsque tous ces éléments qui participent à la Smart City sont orientés vers les usages, vers la capacité de faire la facilitation, eh bien les gens y adhèrent. Embarquer les personnes, c'est s'assurer que le projet de territoire leur convient, qu'il a du sens pour eux, mais qu'également il peut créer de la richesse locale, ou en tout cas créer des conditions de vie meilleures. Et en fait, par rapport à cette problématique, par rapport à cette question qui est comment mon territoire évolue, quels sont les services qu'il assure, et en fait, est-ce que le cadre dans lequel j'évolue me convient, il y a différentes réponses possibles. La perspective territoire intelligent en est une, avec justement cet axe sur le numérique, l'innovation, mais également toutes les définitions qu'il peut avoir sur la mobilité, sur l'énergie ou autre. Mais le plus important, en fait,
c'est que le projet de territoire correspond aux aspirations locales, aux aspirations citoyennes, et c'est véritablement le point de départ. Donc dès lors que le projet de territoire est en quelque sorte la retranscription ou une réponse à un besoin, à des difficultés identifiées, observées, également à des défaillances peut être également observé, là on commence justement à créer les raisons de l'engagement. Et je pense que justement un point fondamental, c'est que les personnes s'engagent lorsque la réponse au problème leur semble pertinente, ou en tout cas lorsqu'elle reflète leurs aspirations. Et par rapport à les différentes réponses qu'on peut fournir, le territoire intelligent en est une, par rapport à des questions justement de numérique et d'innovation, mais également par rapport à des questions environnementales. Mais il y a d'autres manières justement de créer de l'engagement, elles sont diverses et variées. Est-ce qu'avec l'IoT, finalement, on n'est pas en train de fabriquer des nouvelles vulnérabilités? Je suis pas trop inquiet là-dessus. On le disait par exemple sur la navette autonome. Faut des contrôles. Faut régulièrement vérifier où on en est. Et puis, par exemple, quand vous avez une panne informatique, ça c'est sûr. Quand vous avez une attaque aussi, la cybersécurité est un enjeu parce que au départ, on se sentait peu exposé dans nos villes médianes et aujourd'hui, on sent bien que certains qui attaquent, ils considèrent que c'est plus facile de venir chez nous, de prendre le contrôle d'un petit hôpital que d'un grand, etc. Donc, on est obligé, là encore, de se mettre à niveau et d'essayer d'avoir des pare-feux, des systèmes de défense qui soient presque aussi performants dans les grandes villes parce qu'on devient vulnérable par rapport à ça. Donc, nous allons produire de plus en plus de données, d'informations. De toute évidence, là aussi, les élus doivent se positionner. Nous devons avoir des conseils de sages pour gérer cette production de données. Il est évident que nous allons fournir de l'information factuelle et de qualité sur différents modes de compilation d'informations qui pourraient même d'ailleurs être utilisés. Donc le risque, oui, c'est la panne technique. Le risque, c'est la cyberattaque qui peut paralyser une ville. Et on le sait parce que c'est arrivé à certains de collègues maires, y compris dans des villes médianes. Si vous commencez à avoir une attaque sur votre système, si vous voulez pas que ça se répande, faut le fermer. Donc de toute façon, ça ne fonctionnera pas, soit à cause de l'attaque, soit parce que vous vous protégez de l'attaque. Donc il y a un temps, et c'est vrai qu'il faut, à mon avis, pour pas se trouver démuni, on va dire des besoins vitaux de fonctionnement d'une collectivité, avoir des process de remplacement, ne serait-ce que temporaires, et ça on y pense et on y travaille pour pouvoir quand même continuer à porter les politiques. Je dirais pas comme c'était le cas avant, mais c'est un peu ça l'idée, pouvoir pallier, assurer le minimum. L'illettrisme, comme on dit dans le domaine numérique, il est quand même assez prononcé. Il n'est pas d'ailleurs que l'apanage que des générations de nos grands aînés. On utilise quand même relativement facilement le numérique, mais enfin, on remplit tous des formulaires et des procédures en ligne. Récemment, j'en ai rempli un en ligne. Sincèrement, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de comprendre la question qu'on posait ou avant de comprendre que pourquoi le site buguait, parce que j'avais beau répondre, j'avais beau envoyer la bonne pièce. Je me mets à la place de nos concitoyens, c'est infernal. D'où le fait qu'il faut numériser, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a aussi des médiateurs, des personnes qui accompagnent pour pouvoir, comme c'est un peu le but, l'objet des maisons de France Service qui se déploient un peu dans chaque canton. C'est aussi un autre programme prioritaire de l'Agence nationale de cohésion des territoires où, dans chaque canton, de manière fixe ou mobile, vous pouvez aller dans cette maison des services publics et vous avez quelqu'un qui vous aide à faire les procédures. Alors ça s'améliore, hein, mais je parle en général. Même dans la sphère privée des entreprises, hein, parfois quand vous voulez chercher donc c'est pas public ou particulièrement public, c'est public et privé, où on ne se met jamais à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous êtes là pour vous adapter à ce que souhaite, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie, que vous étiez un subordonné par rapport au site. Maintenant, le site, il doit être à notre service. Une ville médiane, c'est un cœur de ville à l'agonie, entouré de zones périphériques hideuses. Je pense que c'était le cas, et ça allait un peu moins, et je ne suis pas encore une fois naïf non plus, mais enfin, c'est aussi ce qu'en ont fait les politiques publiques et les gens. Aujourd'hui, on redécouvre la proximité. On redécouvre, moi qui m'investis beaucoup, notamment en ce moment dans les assises du commerce, que le premier acte de chaque individu, quasiment au quotidien, c'est un acte de commerce. C'est d'acheter votre pain aux cigarettes si vous êtes fumeur ou d'autres choses. Donc, le français est très schizophrène. Hein. C'est lui qui dénonce, par exemple,
les grands groupes sur Internet, et puis on voit que, par exemple, pour les commandes de cadeaux de Noël, 57% des achats se font comme ça. Donc, c'est comment aussi, quand vous êtes élu, faire face à cette schizophrénie où les gens veulent tout et leur contraire. Moi, je me suis entendu dire parfois par mon opposition qui a favorisé dans le temps toutes ces zones périphériques qu'il fallait les détruire. Mais je ne vais pas les détruire. Aujourd'hui, c'est de l'emploi, c'est de l'économie, et puis elles sont là. C'est comment concilier tout ça, comment faire un dialogue, et moi c'est ce que je travaille depuis longtemps, et les assises du commerce dont des mesures vont émerger bientôt, justement, visent à réconcilier et à recréer ce dialogue entre tout cela. Il faut revenir en ville, vraiment. Ce choix qui a été fait au cours de ces 30, 40 dernières années où on a abandonné la ville, le cœur de ville, pour se développer autour des hypermarchés qui deviennent progressivement des centres de vie où on travaille dans une autre ville. Sa ville elle-même, c'est une ville dortoir et on sort de sa ville, on prend sa voiture pour aller dans un lieu de vie qui s'appelle l'hyper-centre commercial. Pour moi, c'est un risque majeur. Ce n'est pas la ville, ça. Et le vrai défi, c'est de revenir en cœur de ville. C'est le redéveloppement de petites unités de consommation que l'on peut faire, dans un propos d'ailleurs que vous avez tenu il y a quelques instants, en 5 minutes. Ce qui est certain, c'est que l'effet de concentration a toujours été un effet bénéfique pour les dynamiques économiques territoriales et locales. Dans la mesure où un pôle de compétitivité, ou en tout cas un pôle d'attractivité, un pôle économique, ce que cela signifie, c'est avant tout différentes entreprises, de services différents, de secteurs différents, qui viennent au niveau d'un même point et qui peuvent à la fois se développer par rapport, on va dire, à leur secteur, à leur activité économique, mais qui peuvent également créer du lien et créer des synergies. Et ça, c'est un point fondamental, dans la mesure où justement, aujourd'hui, toutes les dynamiques d'économie circulaire sont des dynamiques qui sont poussées, portées par les territoires, pour justement faire en sorte que les intrants de l'un soient les sortants de l'autre, ou bien que les emplois, que les compétences puissent être mieux répartis ou puissent mieux circuler entre les acteurs économiques locaux. Et finalement, aujourd'hui, on parlait beaucoup de l'avantage des réseaux Internet, de l'IoT. On sait aussi les effets pervers. Et je dirais quelque part, nous élus, on est là pour déjà tenir compte des mœurs. Et on pourra toujours lutter contre quelque chose. Si le Français veut majoritairement commander sur Internet, il le fera quand même si le maire leur dit c'est pas bien, etc. Donc c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de comment réintéresser à aller vers son petit commerce de proximité. Et puis même si on commande sur Internet, à le faire travailler en allant retirer ou en allant choisir. Donc il y a sûrement de nouvelles formes de commerce qu'il faut inventer, qu'il faut réconcilier. Et donc je pense que voilà, il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Et quelque part, moi, j'aime pas trop le mot transition parce que les transitions sont temporaires et on parle de transition depuis des années, mais il y a des évolutions qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, les cœurs de ville, ils sont pas moches dans l'absolu parce qu'ils ont beaucoup de richesses patrimoniales, mais on donnait plus les moyens aux villes de les entretenir ou de mettre une lumière dessus. Et puis, quelque part, il y a aussi un problème de loyer, on va pas se mentir, en centre-ville, vous avez des grandes foncières qui se fichent de pas louer, qui se fichent de baisser le prix. Donc là, on a des moyens. Il y a des taxes sur les friches commerciales aussi pour que ça soit prenable. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir un commerce centre-ville, mais c'est le coût qui est très cher. Le centre-ville est un centre commercial à ciel ouvert. C'est un centre commercial à ciel ouvert. Mais les rues commerçantes d'il y a 50 ans, il y a 30 ans, sont peut-être pas forcément celles d'aujourd'hui. Bien sûr, le cœur est resté. Mais il a pu se déplacer dans certains endroits. Prenons par exemple une gare, schématiquement. La gare n'est pas dans l'hypercentre, mais elle est souvent juste à côté du centre-ville. Parfois c'est plus loin, mais enfin, peu importe. Et puis, c'est aussi aux gens d'aller fréquenter le centre-ville. Donc, c'est comment nous, par contre, élus, on favorise l'accès au centre-ville, comment on favorise la politique de stationnement. Et ça passe aussi par l'IoT. Faire gagner du temps, dire là où il y a des plastiques, plutôt que les gens tournent puis repartent parce qu'ils ont le sentiment de ne pas trouver quelque chose. Là, on peut contribuer. Nous, on est des facilitateurs, les élus. Mais c'est pas nous qui allons décider à la place des gens. Par contre, par les décisions qu'on prend, moi, je le vois, c'est ce que je mène aussi depuis plusieurs années, c'est comment réintéresser sur un centre-ville qui était effectivement un peu méprisé. Et donc, c'est pas la peine de s'escrimer à continuer à faire des investissements pour des commerces si ce n'est plus la bonne rue. Les commerces d'aujourd'hui physiques, alors il y a un jargon qui dit deviennent phygital, à la fois physique et numérique. En fin de compte, nous souhaitons tous, parce qu'on est un peu schizophrénique, on a envie de voir, on a envie de toucher, on a envie d'avoir du conseil,
parce que le virtuel, tout est beau sur le virtuel, mais dans la réalité, c'est un peu différent. Et en même temps, on veut tout de suite, et on veut éventuellement une palette de choix. Et donc, le commerçant moderne d'aujourd'hui et encore plus de demain, c'est celui qui peut à la fois démontrer, voir, conseiller, et en même temps vous répondre rapidement à un besoin en ayant accès, bien sûr, lui-même à des fournisseurs, etc., qui permettront d'élargir sa gamme, puis de faire le service après-vente. Parce que dans une société où on jette nos portables assez rapidement, je pense qu'une société qui répare un peu plus et qui fait le service après-vente est aussi une société qui se portera mieux. J'essaye souvent de trouver des traits d'union entre des zones périphériques, parce qu'il y a certains commerces, ils ont besoin de surface qu'on ne peut pas proposer en centre-ville. Donc en fait, il faut concilier tout ça. Et puis après, une fois qu'on a mis en place, on parlait d'intelligence, à l'époque dans les nouvelles technologies, il faut faire confiance à l'intelligence humaine, et puis de toute façon, quoi que vous fassiez, l'évolution des comportements, et notamment avec les jeunes générations qui arrivent, avec plus de maîtrise sur la consommation, avec un regard aussi sur ce qui est issu du développement durable, fait que de toute façon, il faut le prendre en compte, et c'est pas la peine d'essayer d'avancer ce rabot clair en disant, moi je veux que ce soit comme ça, c'est comment adapter par rapport aux souhaits d'aujourd'hui. Est-ce que les villes médianes, elles attirent les promoteurs aujourd'hui? Est-ce qu'elles attirent des nouveaux projets? Le premier élément de réponse, il s'est produit en 1965 sur un territoire qui était un triangle au sud de San Francisco, entre San Francisco et Las Vegas, et c'est là où Apple est né, c'est là où Intel est né, c'est là où Microsoft sont nés. Ce sont des territoires de 3000 habitants, vous voyez, et là, on a créé dans ces territoires de 3000 habitants ce qui est aujourd'hui la force suprême de l'économie mondiale. Moi, avec beaucoup de modestie, je vous dis cela, je m'en réfère à cela. Pourquoi ont-ils réussi? Tout simplement parce que lorsqu'on se connaît entre copains, lorsqu'on se connaît tous et qu'on échange, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, eh bien on produit. Mais moi je suis certain, j'ai même pas de débat là-dessus, je suis certain que les micro-territoires, les petits territoires ont des capacités de productivité et de production dans le domaine de l'IT, dans le domaine du numérique, sensiblement supérieures aux habitants des métropoles. On est déchargé, on évacue l'aspect transport, l'aspect comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais manger, etc. Non, nous, dans les territoires médians, alors effectivement, d'aucuns vont vous parler du côté attractif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du patrimoine, etc. Non, moi je révoque tous ces points-là. Moi, ce que je vois, c'est le travail. Je suis certain, et je mets au défi quiconque de me contredire là-dessus, quand vous n'avez que du travail à faire, vous êtes productif. Et quand vous avez un groupe de personnes qui sont autour de vous et qui ont la même, je dirais, sensation et la même perspective, vous êtes hyper productif et vous réussissez. Et moi, je me retrouve avec des gens qui étaient plutôt sur des villes au-dessus, des villes, on va dire, intermédiaires entre la ville médiane et la métropole, des villes comme Tours, comme d'autres. Et aujourd'hui, on vient nous voir. Il y a des promoteurs qui viennent nous voir. D'abord, il y a deux raisons. Il y a la défiscalisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup porté au niveau des villes médianes et de l'association Ville-de-France. J'y ai contribué, ce qui a abouti aux deux Normandie dans l'ancien, qui est pas assez connu, mais qui permet à des investisseurs de défiscaliser même dans des villes comme les nôtres, alors qu'avant, c'était réservé à des grandes villes où finalement, il y avait guère besoin parce que les choses se faisaient. Chez nous, les choses ne se faisaient pas s'il n'y avait pas cette aide économique à la défiscalisation. Et puis, voilà, ça c'est nouveau, des promoteurs qui viennent défiscaliser chez nous, proposer des projets défiscalisés, et puis peut-être aussi parce qu'ils ont du mal à retrouver ailleurs, du coup, qui baissent d'un cran, si je puis dire, pas forcément en qualité, mais en tout cas en taille, et qui aujourd'hui se disent, oui, il y a des projets viables chez nous. Donc, je suis assez étonné, mais dans le bon sens du terme, d'avoir pas mal de sollicitations, et que ce soit après pour des projets sans fonds publics. C'est important. Moi, je suis ravi quand on vient me voir, mais qu'on ne me demande pas d'argent. Et je me dis que au-delà que ça me mette la vie sur mon budget, c'est surtout que je me dis que les gens y croient. Et que quand vous faites quelque chose uniquement sur des deniers privés, ça veut dire qu'on croit en nos villes. Et donc, pour moi, c'est un signe aussi de relance, au-delà de nos envies. Quels seront les opérateurs de la ville de demain? Qui va l'emporter? Est-ce que c'est les GAFAM? Est-ce que ce sont les grosses SS2I? Est-ce que ce sont effectivement les entreprises, je dirais, du CAC ou les grandes entreprises opératrices, je dirais, des territoires? Est-ce que ce seront nous-mêmes, les territoires, qui garderont notre légitimité? On voit dans chacune des villes des applications très intéressantes qui ont été développées. Mais elles sont au service de la ville, au service des habitants, etc. En revanche, quand c'est des grands
plateformes, des grands machins qui viennent un petit peu mettre à sac les forces vives du territoire et ne prendre aucune part à son développement, à son attractivité, à la vie sociale de cette ville, je pense que là, ça mérite un peu plus de régulation. Donc moi, j'ai aucun état d'âme à titre personnel de dire qu'il faudrait mieux réglementer. Depuis 5 ans, je me bats corps et âme pour que ce soit le 5e élément qui l'emporte, c'est-à-dire que nous soyons maîtres de nos destins. Aujourd'hui, peu de territoires ont mis en place cette équation. Cette équation, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes 4 acteurs, et parmi les 4 acteurs, tous ne gagneront pas. Il y aura des OPA, qui s'effectueront entre GAFAM et entreprises des territoires, entre GAFAM ou opérants des territoires et les territoires eux-mêmes, c'est déjà un petit peu la tendance. Donc là encore, ce que seront les territoires, je dirais qu'au travers de cette seule et unique question que vous venez de me poser, c'est l'issue des territoires. Plus que la géographie, que le côté architectural, scientifique, attractif, etc. Ce sont les enjeux. En construisant une certaine équité, prenons le commerce, mais il n'y a pas que le commerce, en construisant une meilleure équité fiscale, on oblige bien le commerçant de centre-ville à payer son enlèvement des ordures ménagères. On oblige bien sûr, les magasins physiques en périphérie à payer aussi leur contribution pour enlèvement de leurs ordures et bien sûr des services que doivent leur apporter la ville. Eh bien, il faut le faire pour tout le monde. Si demain, nous sommes googlisés, si demain nous sommes amazonisés, si demain nous sommes, je ne vais pas tout citer, nous perdrons ce qui est de la légitimité, de l'intégrité, de ce qui est la valeur de l'homme et de l'individu français. Donc effectivement, moi je me bats et je marque-boute pour justement que nous pesions et que nous soyons présents à la grande table de ces enjeux que seront les enjeux du futur. Autre défi, on a parlé beaucoup d'urbanisme, le défi démographique. Vieillissement de la population, attirer les jeunes, ça c'est comment on fait? Au travers du numérique, est-ce que l'étudiant, on a l'exemple à Nevers, c'est intéressant d'ailleurs, on a une première année de médecine. On a les 2 premières années de médecine. On a un taux de réussite de 60% et les élèves ne font que des cours en visio, vous voyez, et ils sont qu'une quinzaine. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, parce que c'est pas de la... Enfin, on pourrait avoir 200 élèves, on n'aurait pas de meilleure réussite. Enfin, je ne sais pas à quoi vous répondre, c'est très compliqué. Les gens ne seraient pas en amphi, donc ils seraient à distance, en distanciel, parce que maintenant c'est aussi beaucoup cela. Et heureusement, mais le distanciel voulu, c'est pas pareil que le distanciel subi lors de la Covid. C'est des étudiants qui sont tutorés, accompagnés, qui ont choisi cette forme d'apprentissage. Mais c'est une chance pour nous, et je le vois grâce au campus connecté, mais à d'autres formes d'enseignement, parce qu'il n'y a pas que l'enseignement supérieur. Il y a les grandes écoles du numérique pour mettre des gens dans des métiers dont on a besoin en quelques mois de formation. Il y a aussi des formations par alternance, il y a aussi des formations dans l'industrie, il n'y a jamais autant de contrats d'apprentissage, ça c'est à nous aussi de le porter. Et dans nos villes, moi j'ai ouvert 40 postes d'apprentissage pour montrer l'exemple, même si je ne peux pas prendre tout le monde, mais c'est aussi préparer ce qu'on appelle la GPEC, la gestion aussi professionnelle et de renouvellement, qui n'était pas toujours faite. La démographie, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait une corrélation entre volume démographique et capacité de performance d'un territoire. J'en suis pas sûr du tout. Quand je suis venu vous voir là, en région parisienne, j'ai même pensé l'inverse. C'est-à-dire que la masse même est négative. La masse est toujours négative, parce que de se sortir de la masse, c'est très compliqué. En revanche, l'identité est positive et facile. C'est-à-dire que dans un groupe restreint, il est simple d'être performant. Alors que la masse, c'est ce qu'il y a de pire, la masse. Et ce qui nous sauvera, c'est la reprise démographique. Donc c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, un remaillage du territoire, parce que, vous le savez, l'équilibre démographique, il résulte principalement de 2 choses. Il résulte de l'équilibre entre les naissances et les décès. Et c'est vrai que dans nos villes, la balance démographique dite naturelle est encore déficitaire, et on a plus de décès que de naissances. Nevers, par exemple, a pratiquement 35% de sa population a plus de 65 ans, et c'est encore plus vrai pour le département, ce qui est une richesse, parce qu'on est encore jeune et on a souvent un peu de moyens, mais en même temps, voilà, il faut ajouter
des jeunes familles. Un métier sur deux de demain fera recours au numérique, même sans être un geek ou un professionnel du digital, mais je le vois dans mon métier d'avocat, l'intranet, etc., c'est au quotidien. Vous auriez dit ça à un avocat il y a 30 ans, vous aurez rigolé au nez. Donc voilà, moi je l'ai vécu en direct dans ma profession et ça s'applique dans beaucoup. Donc voilà, c'est comment rajeunir nos villes. Faut leur donner du dynamisme, faut que tout cela, c'est une courroie d'entraînement. S'il y a plus de jeunes, il y a plus de propositions, il y a plus de cafés qu'ouvrent le soir, il y a des propositions culturelles qui n'existaient peut-être pas avant qu'on peut créer, et tout ça fait que ça en amène d'autres. Donc voilà, c'est aussi avoir les moyens de ses ambitions, parce que si je dis il y a 3000 étudiants mais que tout est fermé le soir, ça va pas marcher longtemps, parce qu'on a tous une vie étudiante quand on en a fait, on a envie d'autre chose aussi après. Les équipements sportifs, les mettre à niveau, donc vous voyez, c'est moteur, et pour moi, c'est pour ça qu'on a vraiment une vision globale et de coordination de tout cela. Donc, mais si on avait continué à se casser la figure en termes démographiques comme on le fait depuis 1975, on n'a pas d'avenir. Une ville voilà, c'est une hémorragie démographique, ça ne peut pas se faire. Ça nous amène sur le terrain de l'attractivité. C'est quoi les aspirations des gens? Qu'est-ce qu'attendent les gens de nous? Qu'est-ce qu'attendent les gens d'un territoire? Dans le bon sens du terme, moi j'aime bien le mot séduisant, parce que séduire, c'est ce qui fait les relations humaines aussi, que ça soit amoureux, que ça soit amical, etc. On est forcément séduit par quelqu'un ou pas, et il y a une espèce d'alchimie qui se fait ou pas. Donc c'est pareil pour une ville, il faut que la personne s'y sente bien. Un volume d'habitation de qualité qui me permet de travailler, d'avoir des échanges visio-culturels avec l'extérieur. Une maison, je dirais, tournée vers la sérénité, qui donne une autonomie totale à la vie de famille et qui permet, quand je sors de cette maison, d'avoir le minimum de difficultés de transport, d'accès à la culture, d'accès à l'information, et qui me permettent d'avoir un équilibre de vie, je dirais, qualitatif. Je vous parlais tout à l'heure d'un système de découverte du territoire, parce que c'est vrai que j'imagine que tous les matins, les gens se réveillent pas en disant mon seul rêve, c'est d'aller vivre dans telle ville ou dans telle ville. C'est comment dire, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, et voilà comment on va vous garantir une découverte, on va vous accompagner, on va pas vous laisser tout seul, on va vous montrer que c'est tout à fait possible que vous développiez votre vie personnelle et professionnelle chez nous. Je vous ai entendu dire aussi l'attractivité des villes médianes, c'est que c'est des villes pour tous. Oui, ce sont des villes pour tous, parce que finalement, on peut habiter même avec des revenus plus bas. Habiter une grande ville avec des revenus très bas, ça fait des pauvres. Je dis pas qu'il n'y a pas de pauvres, il y a des pauvres chez nous, et il faut pallier ça. On a beaucoup de services, on a un centre communal d'action sociale, et les villes médianes sont très actives par rapport aux gens qui sont plus vulnérables. Mais avoir des revenus moindres, quand vous avez des charges moindres, forcément, il y a parfois des gens, entre guillemets, qualifiés de pauvres dans des grandes villes, qui sont un peu moins pauvres dans les nôtres, et qui ont des conditions de vie, des conditions d'achat, un pouvoir d'achat un peu augmenté. Donc oui, ce sont davantage des villes pour tous que dans les grandes villes, qui laissent souvent de côté ceux qui ne sont pas dans le rythme effréné, et des revenus qui leur permettent déjà de payer leur loyer, qui est souvent exorbitant. Donc oui, ce sont des villes sans doute davantage pour tous. Et puis, moi je le dis, comme beaucoup d'autres de mes collègues, le maire de Nevers, il peut rencontrer tous ses habitants, quelque part, et c'est un peu l'ambition que je me donne, d'être vraiment très accessible, ce qui n'est pas le cas des maires des grandes villes, et c'est pas un reproche que je leur fais, mais c'est plus compliqué, il y a plus d'habitants, il y a plus d'espace, et c'est compliqué. Donc, voilà, oui, la proximité favorise l'intérêt pour tous, je le pense sincèrement. S'il y avait une piste à explorer d'urgence pour les villes médianes, ce serait quoi? Je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur enseignement supérieur formation, parce que c'est là où on peut consolider cet écosystème entrepreneurial et où nos étudiants auront des meilleures conditions. Il ne s'agit pas de mettre 300 universités partout, il s'agit simplement qu'on ait un meilleur maillage et qu'on utilise toute la force des territoires là-dessus. Donc ça, je pense que c'est une des priorités. Et puis une deuxième, c'est ce qu'on appelle la nature en ville. Alors la nature en ville, c'est pas faire un petit espace vert et puis s'en va. C'est-à-dire qu'on change complètement notre conception de l'aménagement urbain, mais que la nature soit considérée comme une infrastructure à part entière. Non pas comme la conséquence ou comme quelque chose qui doit compenser. Je vais prendre un exemple. Quand vous désimperméabilisez beaucoup, et que la nature joue un rôle de recyclage, par exemple des eaux usées, ou un minimum des eaux pluviales, ça change complètement vos besoins en réseau d'assainissement, etc., etc.
Et puis, bien sûr, ça peut rendre des services écologiques, écosystémiques, etc. Donc, c'est de faire en sorte que quand vous pensez votre ville, quand vous pensez l'aménagement de votre ville, bien sûr, vous pensez parc, îlot de fraîcheur, etc., agrément, espace vert, mais vous devez penser que la nature peut vous apporter énormément à partir du moment où elle est un peu au centre du jeu. Pour paraphraser ce qu'avait dit Alphonse Salaire, rappelez-vous, il disait qu'il faut installer les villes à la campagne. C'était très juste, sauf qu'il s'était trompé dans le sens de la phrase. Il faut réinstaller la campagne dans la ville et que la nature joue un rôle, je dirais, écosystémique qui change la nature de notre aménagement urbain. Et je pense que nos villes moyennes, mais encore une fois, toutes les villes, c'est pas l'apanage des villes médianes, mais nos villes médianes pourraient être un peu l'avant-garde des expérimentations de ce domaine. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, il y a quelques villes qui ont commencé, et je pense qu'on a un boulevard devant nous pour changer complètement notre approche. Action Cœur de Ville, comment vous le définissez? C'est un moteur, moi je dirais peut-être c'est un starter, c'est un catalyseur, parce que c'est pas vraiment le moteur après c'est les autres, non? C'est quoi? C'est un entrepreneur. C'est une politique qui veut entreprendre, qui parie sur le développement des villes moyennes et qui entreprend toutes les initiatives qu'il est possible de prendre pour les accompagner dans leur stratégie. Donc je crois beaucoup à cet esprit d'entrepreneuriat. Donc c'est une politique publique partenariale et entrepreneuriale au service des collectivités et de leurs habitants. Je pense entrepreneur, mais c'est peut-être cette expression-là que je préférerais. Si vous deviez décrire en quelques mots la vie idéale, celle dans laquelle vous avez envie d'habiter demain, c'est quoi la ville médiane idéale de demain? La ville médiane idéale de demain, c'est celle où, en un quart d'heure, j'ai fait l'essentiel de ce que j'ai à faire au quotidien. D'une part, c'est une ville qui est adaptée également à ses saisonnalités et qui me permet d'y vivre, quelle que soit la saison, quelle que soit sa dureté. C'est aussi une ville où je peux m'épanouir, avoir des loisirs sans développer trop d'efforts en transport. La ville médiane idéale pour moi, c'est la ville de cœur où mes enfants, mes petits-enfants, même quand ils sont peut-être ou seront peut-être à partir plus loin, reviennent avec plaisir parce que elle est aussi une ville festive, une ville à vivre, une ville de bonheur, une ville peu heurtée, une ville humaine. La France que j'aime beaucoup, c'est la France de l'Ouest parce qu'elle est beaucoup plus paisible. Vous voyez, j'ai un faible pour la région de Saintes et de Saint-Pons, c'est un lieu où je vais souvent. Mais pour être honnête avec vous, tous ces choix n'ont de sens que parce que je vais à Paris au moins 2 fois par mois. Si vous voulez, le problème de gens mobiles comme moi, c'est qu'on est quasiment birésident en permanence. C'est un privilège extraordinaire. Et donc, c'est pour ça, où vous aimez vivre, je vous répondrai en France, je vous répondrai plutôt dans le sud, mais plutôt pas trop loin d'une gare TGV. Est-ce que vous savez les plus beaux matchs de rugby, parce que je suis passionné de rugby, par exemple. Vous savez quels sont les plus beaux matchs de rugby que j'ai en mémoire? C'est ceux que j'ai écoutés à la radio. Parce que vous imaginiez. Vous vous rappelez Roger Coudert, ou si vous aimiez le rugby, et que donc j'étais petit dans ma chambre, j'écoutais, parce qu'il n'y avait pas la télé, ou c'était pas retransmis, ou on n'avait pas encore la télé, donc j'écoutais la radio, et j'imaginais ce que faisait l'équipe de France, ou les joueurs de l'équipe de France, dans les fameux tournois des 5 nations à l'époque. Donc la ville où on a envie d'habiter, c'est celle dont on rêve un peu et qu'on imagine. Donc j'aurais envie, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand que je suis, mais je pense que quand on est amoureux de notre pays, dans n'importe quelle ville, on pourrait s'y plaire, parce qu'ils ont toutes des atouts. Et puisque je suis né au bord de la mer, dans le Nord Cotentin, c'est vrai que c'est plutôt des villes de la côte ouest, et en tout cas de la côte ouest du Cotentin. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est mon territoire d'origine, et là où je me sens bien, il n'y a pas de feu rouge, et puis, ce qui change un peu. Et puis, bien sûr, c'est un humus particulier, mais c'est surtout la lumière.
Je suis un homme qui est né côte ouest face aux îles anglo-normandes. Et c'est pour ça que, au tout début, je vous ai parlé de la lumière. Et dans toutes les villes, il y a une lumière particulière. Mais je suis très sensible à la lumière. Lumière du jour, la lumière du lever de soleil ou du coucher de soleil, et qui vous incite à dépasser votre horizon quand vous voyez le coucher de soleil. Et donc c'est vrai que si j'avais un jour le choix d'habiter quelque part, ce serait en tout cas dans une ville, pas forcément côtière, mais dans une ville où je pourrais en tout cas me rendre près du rivage et retrouver la lumière de mon enfance. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est surtout que ce soit le début de la suite pour nos villes médianes et que vraiment elles continuent à reprendre des couleurs, réintéresser. Et je pense que je vous parlais du cœur de ville qui bat. Le cœur de France, il doit être un peu partout et notamment dans ces villes-là pour continuer de faire battre notre pays.